Bonjour, bonsoir, c'est Shriver pour la troisième partie de cette lecture sur le cauchemar d'Innsmouth. C'est sans doute quelques petits démons pervers, ou l'influence sardonique de sources obscures et secrètes, qui me fit ainsi changer mes projets. J'avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture, et je venais même de me précipiter vers la Grand Place pour chercher un moyen rapide de quitter cette ville pourrissante de décadence et de mort. Mais la vue du vieux Zadok Allen avait fait prendre un nouveau cours à mon esprit et ralenti mon pas devenu hésitant. On m'avait affirmé que le vieillard ne pouvait qu'insinuer des légendes extravagantes, décousues et incroyables. Et l'on m'avait mis en garde contre le danger d'être vu par les indigènes en train de parler avec lui. Pourtant, l'idée de ce vieux témoin du déclin de la ville, avec ses souvenirs qui remontaient au premier temps des vaisseaux et des fabriques, avait un attrait auquel toute ma raison ne pouvait résister. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent que des allégories ou des symboles fondés sur des réalités, et le vieux Zadok avait dû assister à tout ce qui s'était passé à Innsmouth au cours des 90 dernières années. La curiosité m'exalta au mépris de la prudence et du bon sens, et, avec la présomption de la jeunesse, j'imaginais que je saurais dégager un noyau de vérité historique du débordement confus et délirant que je tirerais probablement de lui, avec l'aide du whisky. Je savais qu'il ne fallait pas l'aborder là tout de suite, car les pompiers n'auraient pas manqué de s'interposer. Mieux valait commencer, me dis-je, par acheter de l'alcool de contrebande, à un endroit où le garçon épicier m'avait dit qu'on en trouvait en quantité. Puis j'irai flâner sans but apparent, près de la caserne des pompiers, et j'en rencontrerai le vieux Zadok dès qu'il aurait entrepris une de ses fréquentes balades. Selon le jeune homme, il était très remuant et demeurait rarement assis plus d'une heure ou deux près de la caserne. Je trouvai aisément, bien qu'au prix fort, une bouteille de whisky dans l'arrière-boutique d'un minable, prix unique, juste derrière la grande place dans Elliott Street. L'individu malpropre qui me servit avait un peu la fixité du masque d'Innsmouth, mais il fut plutôt poli à sa manière. Peut-être était-il habitué à recevoir des clients étrangers, camionneurs, trafiquants d'or ou autres, comme il en passait de temps en temps en ville. En regardant la grande place, je constatai que la chance était avec moi, car j'aperçus bel et bien, émergeant de Payne Street au coin de la maison Gilman, la haute et maigre silhouette en loques du vieux Zadok Allen lui-même. Comme je l'avais prévu, j'attirai son attention en brandissant la bouteille que je venais d'acheter, et je m'aperçus bientôt qu'il me suivait d'un pas traînant, avec un air d'envie, quand je tournais dans Wade Street pour gagner le quartier que je pensais le plus désert. M'orientant grâce à la carte dessinée à l'épicerie, je me dirigeais vers la partie sud des quais, entièrement abandonnée, que j'avais déjà visitée. Je n'y avais aperçu que des pêcheurs au loin, sur la digue. Et en m'éloignant un peu plus vers le sud, je pouvais me mettre hors de leur vue, trouver de quoi m'asseoir sur quelques quais déserts et interroger tout à loisir le vieux Zadok, sans être observé. Avant d'atteindre Main Street, j'entendis derrière moi un faible et poussif « Hé, monsieur !» Et, me laissant rattraper, je permis au vieil homme de boire à la bouteille de copieuse lampée. Je commençai à tâter le terrain, en suivant Water Street pour tourner vers le sud, au milieu d'une totale désolation de ruines vertigineuses. Mais je m'aperçus que le vieux ne se laissait pas délier la langue aussi vite que je l'espérais. Je vis enfin une brèche herbeuse ouverte vers la mer entre des murs de briques croulants, et au-delà, l'étendue de maçonnerie et de terre d'un quai envahi de mauvaises herbes. Près de l'eau, des tas de pierres mousseuses offraient des sièges acceptables. Et au nord, un entrepôt délabré abritait l'endroit contre tous les regards. C'était, à mon avis, l'idéal pour un long entretien secret. Je guidai donc mon compagnon vers le passage et le fis asseoir parmi les pierres mousseuses. L'atmosphère d'abandon et de mort était macabre, et l'odeur de poisson presque intolérable. Mais j'avais décidé que rien ne m'arrêterait. Il me restait 4 heures pour cette conversation, si je voulais prendre l'autobus d'Arkham à 8 heures. Et, tout en avalant mon frugal déjeuner, je commençais à octroyer un peu plus d'alcool aux vieux buveurs. J'eus soin, cependant, dans mes largesses, de ne pas compromettre mon entreprise, car je n'avais pas envie que la volubilité alcoolique de Zadok s'éteigne dans l'hébétude. Au bout d'une heure, sa morosité sournoise sembla se dissiper, mais à ma vive déception, il continua à esquiver mes questions sur Innsmouth et son ténébreux passé. Il bavardait à propos des nouvelles du jour, révélant une connaissance étendue de la presse et une tendance marquée à philosopher,
d'un ton de villageois sentencieux. Vers la fin de la seconde heure, je craignis que mon litre de whisky ne soit insuffisant pour obtenir ce que je voulais, et je me demandais s'il ne valait pas mieux laisser là le vieux Zadok pour aller en chercher un autre. Mais à ce moment précis, le hasard fournit l'introduction que mes questions n'avaient su amener, et le poussif radotage du vieux prit un tel tour que je me penchai vers lui et dressai l'oreille. Je tournai le dos à la mer et à son relent de poissons, mais il lui faisait face, et je ne sais ce qui attira son regard errant vers le profil bas et lointain du récif du diable, qui apparaissait nettement, presque fascinant, au-dessus des vagues. Cette vue sembla lui déplaire, car il se mit à égrener à mi-voix des jurons qui s'achevèrent en un murmure confidentiel et un regard entendu. Il se rapprocha de moi, saisit le revers de mon veston, puis émit d'une voix sifflante ces propos sur lesquels on ne pouvait se méprendre. « C'est là que tout a commencé, cet endroit maudit de toute la malfaisance, là où commence l'eau profonde, la porte de l'enfer. Ça descend à pic jusqu'au fond, y a pas de ligne de fond qui va jusque-là. C'est le vieux Captain Obed qui a tout fait, qui a trouvé dans ces îles de la mer du Sud des choses qui ont pas fait de bien. Dans ce temps-là, ça allait mal pour tout le monde. Le commerce dégringolait, les usines avaient plus de travail, même les nouvelles. Et puis les meilleurs de nos gars tués comme corsaires dans la guerre de 1812 ou péris avec le brick Elisa et le Ranger, qui étaient tous les deux au Gilman. Obed Marsh, lui il avait 3 bateaux sur l'eau. Le Briganta Columbia, et le brick Hetty et la goélette Sumatra Queen. Il y avait que lui qui faisait le commerce avec les Antilles et le Pacifique. Quoique la goélette Malay Pride, qui était à Esdras Martin, a fait un voyage encore en 28. Jamais il y a eu personne comme le Captain Obed, ce vieux suppôt de Satan. Je me souviens comme il parlait des pays de là-bas. Et il traitait tous les gens d'idiots d'aller au culte des chrétiens et de supporter leur fardeau comme des agneaux bêlants. Ferait mieux de se trouver des dieux comme ceux de là-bas dans les Antilles. Des dieux qui leur donneraient des pêches miraculeuses, en échange de leurs sacrifices, et qui répondraient comme il faut aux prières des gens. Matt Elliott, son second, causait pas mal non plus. Seulement il était contre toutes ces manigances de païens. Parlait d'une île à l'est de Tahiti. Il y avait des tas de ruines en pierre, si vieilles que personne ne savait rien dessus. Pareil que sur Ponap, dans les Carolines, mais avec des figures sculptées comme des grandes statues de l'île de Pâques. Côté, il y avait aussi une petite île volcanique, où ils trouvaient d'autres ruines avec des sculptures différentes. Des ruines toutes usées, comme si elles auraient été sous la mer autrefois. Et avec des images de monstres abominables partout. Eh ben, monsieur, il disait Matt, tous les natifs du coin, ils avaient tout le poisson qu'ils voulaient. Et ils portaient des bracelets et des anneaux au-dessus du coude et des couronnes. Tout ça fait d'une drôle d'espèce d'or et plein d'images de monstres, comme celles qui étaient dessinées sur les ruines de la petite île. On aurait dit des grenouilles poissons, ou bien des poissons grenouilles, qui étaient dans toutes les positions pareilles que des êtres humains. Personne n'a jamais pu leur faire dire où ils y trouvaient tout ça. Et tous les autres natifs se demandaient comment ils faisaient pour trouver tant de poissons, même quand dans les îles ils prenaient presque rien. Matt s'est demandé aussi, et le Captain Obed pareil. En plus, Obed a remarqué qu'un tas de beaux petits gars disparaissaient pour de bon d'une année sur l'autre, et qu'on voyait presque pas de petits vieux dans le pays. Et puis, il a trouvé qu'il y avait des gens qui avaient l'air bougrement bizarres, même pour des Kanaks. Bien sûr, c'est Obed qui a trouvé la vérité sur ces païens. Je sais pas comment qu'il a fait, mais il s'est mis à faire du troc pour avoir des choses en or qu'il portait. Il leur a demandé d'où qu'elles venaient, et s'ils pouvaient en avoir d'autres. Et pour finir, il a tiré les verres à leur vieux chef, Walakea, il l'appelait. Personne d'autre qu'Obed aurait jamais cru ce vieux démon jaune. Mais le capitaine, il lisait dans les gens comme dans les livres. Personne ne veut jamais me croire aujourd'hui quand je dis tout. Et vous non plus, je suppose, jeune homme. Pourtant, à bien vous y regarder, vous avez des yeux qui savent lire. Pareil qu'Obed. Et je me surpris à frissonner devant la terrible solennité et la sincérité de son ton, tout en sachant que son histoire ne pouvait être qu'un délire d'ivrogne. Eh ben, monsieur, Obed y a appris des choses sur cette terre que personne n'en a jamais entendu causer. Et personne voudrait le croire si on le racontait. À ce qui paraît, ces Kanaks sacrifiaient des tas de leurs gars et de leurs filles à des espèces de dieux qui habitaient sous la mer. Et ils recevaient en échange des tas de faveurs. Ils rencontraient ces créatures sur la petite île aux ruines bizarres. Et il paraît que ces images abominables de monstres grenouilles poissons, ça serait le portrait de ces créatures. Peut-être bien que c'est là que viennent les histoires de sirènes et tout ce qui s'ensuit.
ils auraient toutes sortes de villes au fond de la mer. Et Steele serait sorti de là. On dit qu'il y avait des créatures vivantes dans les bâtiments de pierre quand l'île est arrivée d'un seul coup à la surface. C'est comme ça que les Kanakis se sont aperçus qu'ils vivaient sous l'eau. Sitôt qu'ils sont revenus de leur peur, ils l'auront causé par signe. Et ils ont vite eu fait d'arranger un marché. Ces dieux-là, ils aimaient les sacrifices humains. Ils en avaient déjà autrefois. Mais avec le temps, ils étaient perdu le contact avec le monde d'en haut. Ce qui faisait que des victimes, je pourrais pas vous le dire. Et je pense qu'Obed n'a pas été trop curieux là-dessus. Mais les païens, ça leur était égal. Vu qu'ils envoyaient des durs et qu'ils étaient prêts à tout. Ils donneraient un certain nombre de jeunes gens aux créatures de la mer, 2 fois par an. À Maïve et Halloween, Recta. Puis aussi les babioles qu'ils faisaient en sculpture. Et les créatures étaient tout d'accord pour donner en échange des tas de poissons, qui ramenaient de tout partout en mer. Et de temps en temps des choses qui avaient l'air en or. Ben comme ça, les indigènes rencontraient les créatures sur la petite île volcanique. Ils venaient en pirogue avec les sacrifices et tout ça, et repartaient avec les bijoux en espèces d'or qui leur revenaient. Au début, les créatures allaient jamais sur l'île principale, mais au bout d'un moment, ils ont voulu venir. Paraît qu'elles avaient envie de fréquenter les gens, puis de faire des fêtes ensemble dans les grandes occasions. Maïve et Halloween. Vous voyez, ils vivaient aussi bien dans l'eau qu'en dehors. Des amphibies qu'on appelle, je crois. Les Kanaks, ils ont dit que les gens des autres îles voudraient les nettoyer, s'ils savaient qu'elles venaient comme ça. Mais elles ont dit qu'elles s'en moquaient. Parce qu'on pouvait nettoyer toute la race humaine si on voulait les embêter. Toutes! Sauf ceux qui avaient certains signes, comme s'en servaient autrefois les anciens disparus. Mais pour pas faire d'histoire, elles se cacheraient quand quelqu'un viendrait visiter l'île. Quand on a parlé de s'accoupler avec eux, ces poissons crapauds, les Kanaks qui se sont un peu rebiffés. Mais finalement, ils ont appris quelque chose qui leur a fait changer d'avis. À ce qu'on dit, les humains sont tout comme qui dirait parents avec ces animaux marins. Tout ce qui est vivant serait venu de la mer autrefois. Il faudrait qu'un petit changement pour y retourner. Les créatures ont dit aux Kanaks que s'ils mélangeraient leur sang, ils naîtraient des enfants qui auraient d'abord l'air humains. Et plus tard, ils deviendraient tous de plus en plus pareils avec elles. Puis à la fin, ils se mettraient à l'eau pour aller rejoindre les autres au fond. Et l'important, jeune homme, c'est que ceux qui seraient devenus des poissons et iraient dans l'eau, ils mourraient jamais. Ces créatures, elles mourraient jamais, sauf si on les tuait. Et ben, monsieur, quand Obed a connu ces gens des îles, ils étaient pleins de sang de poissons des créatures du fond de l'eau. Quand ils prenaient de l'âge et que ça commençait à se voir, on les cachait, jusqu'à ce qu'ils aient envie de se mettre dans l'eau et de s'en aller. Il y en avait qui étaient plus touchés que d'autres. Et certains qui changeaient jamais assez que pour aller dans l'eau. Mais ça se passait presque toujours exactement comme les créatures avaient dit. Ceux qui ressemblaient aux créatures en naissant, ils changeaient très tôt. Mais ceux qui étaient plus humains restaient des fois sur l'île jusqu'à 70 ans. Même s'ils s'essayaient à se plonger au fond en attendant. En général, ceux qui se mettaient à l'eau, ils revenaient souvent en visite. Ce qui faisait que souvent un homme pouvait causer avec 5 fois son grand-père, qui avait quitté la terre ferme au moins 200 ans plus tôt. Ils avaient tous oublié la mort, sauf dans les guerres de pirogue avec les autres gens des îles, les sacrifices aux dieux marins des grands fonds, les morsures de serpents, la peste et quelques mal aigus et galopants qui les prenaient avant qu'ils aient pu se mettre à l'eau. Ils attendaient seulement un changement qui était devenu pas du tout horrible avec le temps. Trouvaient qu'ils avaient bien assez pour ce qu'ils donnaient. Je crois qu'Obed a pensé pareil quand il lui remâchait un peu ce que le vieux Wallachia lui avait dit. Wallachia, lui, c'était un des rares qui avait pas une goutte de sang de poisson, et qu'il était d'une famille royale qui se mariait entre les familles royales des autres îles. Il a appris à Obed plein de rites et d'incantations qui avaient rapport avec les créatures marines. Il y a fait voir des gens des villes qui avaient quasiment plus forme humaine. Malgré ça, il avait jamais remonté un seul de ces fameux dieux sortis tout droit de la mer. À la fin, il a donné un truc magique en plomb, je sais pas quoi, qui censément faisait remonter les créatures poissons de n'importe quel endroit de la mer, où qu'il pouvait y avoir un nid. Suffisait de la laisser tomber dans l'eau en disant la prière qu'il fallait. Wallachia disait qu'il y en avait partout dans le monde, et n'importe qui en cherchant bien pouvait trouver un nid et les faire monter s'il y en avait besoin. Matt, il aimait pas tout ça. Il voulait empêcher Obed d'aller sur l'île. Mais le capitaine était à pro gain.
et voyait qu'il pouvait avoir ces choses dorées si pour marcher que ça valait la peine sans faire une spécialité. Ce trafic-là a continué pendant des années, et Obed a eu assez de stores pour démarrer son affinerie dans la vieille usine en décadence de Waite. Il n'a pas osé vendre les choses comme elles étaient. Pas qu'on aurait posé des tas de questions. Malgré tout, ses ouvriers en prenaient une de temps en temps pour la vendre, bien qu'ils avaient juré de garder le secret. Et il laissait les femmes de sa famille porter de ses bijoux un peu plus humains que les autres. Mais, vers 38, j'avais 7 ans. Obed s'est aperçu que l'île avait été complètement nettoyée depuis son dernier voyage. À ce qui paraît, les autres indigènes avaient eu vent de ce qui se passait. Et ils avaient pris les choses en main. Faut croire qu'il devait avoir de ces vieux signes magiques, que la créature avait dit que c'était les seules choses qu'elle craignait. Sans compter que ces Kanaks doivent avoir des chances d'en attraper quand le fond de la mer vomit une île, ou qu'il y a des ruines plus vieilles que le déluge. Des gars pieux que c'était. Ils avaient rien laissé debout, ni sur la grande île, ni sur la petite volcanique. Sauf les ruines qui étaient trop grosses pour qu'ils la renversent. Dans des endroits, il y avait des petites pierres éparpillées, comme qui dirait des amulettes, avec quelque chose dessus, pareil que ce qu'on appelle un svastika aujourd'hui. Sûr que c'était les signes des anciens. Tous les gens nettoyés, plus trace des choses dorées, et pas un Kanak du pays à souffler mot de cette affaire. Il prétendait même qu'il n'y avait jamais eu personne sur cette île. Naturellement, ça a été un coup dur pour Obed, vu que son commerce normal, il n'allait pas très fort. C'était dur aussi pour Innsmouth, vu que dans ce temps de la marine, ce qui était bon pour le capitaine du bateau, c'était bon pareil pour l'équipage. La plupart des gens de la ville, ils ont pris les temps difficiles résignés comme des moutons. Mais ça tournait mal pour eux, vu que la pêche donnait plus grand-chose et que les usines marchaient au ralenti. C'est là qu'Obed il a commencé à enguirlander les gens, parce qu'ils étaient trop bêlants, et qu'ils priaient un dieu chrétien qui leur donnait rien du tout. Il a dit qu'il connaissait des gens qui priaient des dieux qui leur envoyaient ce qui leur était vraiment utile. Et s'il y avait une bonne équipe de gars qui voulaient se mettre avec lui, il pourrait peut-être s'adresser à certaines puissances pour avoir des tas de poissons et pas mal d'or. Bien sûr que ceux qui servaient sur la Sumatra Queen et qui avaient vu l'île, ils savaient ce qu'ils voulaient dire. Et ils avaient pas envie de traficoter avec ces créatures de la mer comme ils avaient entendu raconter. Mais ceux qui savaient pas quoi y retourner sont laissés manœuvrer par ce qu'Obed avait dit et lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour le mener à cette religion qui leur serait utile. Ici, le vieillard hésita, marmonna et tomba dans un silence maussade et craintif, jetant des coups d'œil inquiets par-dessus son épaule, puis se retournant pour attacher un regard fasciné sur le récif noir au loin. Il ne répondit pas quand je lui adressai la parole, et je compris qu'il faudrait lui laisser finir la bouteille. L'histoire insensée que j'entendais m'intéressait vivement, car je supposais qu'elle contenait une sorte de grossière allégorie fondée sur l'étrangeté d'Innsmouth et élaborée par une imagination à la fois créatrice et pleine de réminiscences de légendes exotiques. Je ne crus pas un instant que le récit pût avoir aucune base réelle, mais il n'en inspirait pas moins une véritable horreur. Peut-être parce qu'il évoquait d'étranges bijoux, manifestement identiques à l'abominable tiare que j'avais vu à Newburyport. Il était possible, après tout, que les parures viennent d'une île lointaine, et qui sait si tous ces contes extravagants n'étaient pas des mensonges de feu Obed lui-même, plutôt que de ce vieil ivrogne. Je tendis la bouteille à Zadok, et il la vida jusqu'à la dernière goutte. C'était étonnant de le voir avaler tant de whisky, sans le moindre embarras dans sa voix haute et poussive. Il lécha le goulot de la bouteille qu'il glissa dans sa poche, puis se mit à dodoliner de la tête en murmurant doucement pour lui-même. Je me penchai pour essayer de saisir ses paroles, et je crus voir un sourire sardonique derrière sa moustache touffue et jaunie. Oui, il prononçait réellement des mots, et je réussis à en comprendre une bonne partie. Pauvre Matt, il avait toujours été contre tout ça. Il essayait de mettre les gens de son côté, et il passait du temps à causer avec les pasteurs. Rien à faire. Le pasteur congrégationaliste, ils l'ont chassé de la ville. Et le méthodiste, il est parti. On n'a jamais revu Rosolvet Babcock, le baptiste, le courroux de Jéhovah. J'étais bougrement ptio, mais je sais bien ce que j'ai vu et entendu.
Dagoth et Astaroth, Bélial et Belzébuth, le veau d'or et les idoles de Canaan et des Philistins, les abominations de Babylone, Mané, Tessel, Pharès. Il s'interrompit à nouveau, et au regard bleu de ses yeux larmoyants, je craignis qu'il ne fût bien près de l'hébétude. Mais comme je lui tapais doucement sur l'épaule, il se retourna vers moi avec une vivacité extraordinaire, et lança quelques phrases plus sombres. Vous me croyez pas, hein? Alors dites-moi donc, jeune homme, pourquoi le capitaine Obed et une vingtaine de drôles de gens, ils allaient en canot jusqu'au récif du diable en plein milieu de la nuit, en chantant si fort qu'on les entendait dans toute la ville quand le vent était dans le bon sens? Dites-moi ça un peu, hein? Et dites-moi pourquoi Obed y jetait toujours des choses lourdes dans l'eau profonde de l'autre côté du récif, là où ça descend à pic pareil qu'une falaise, si bas qu'on peut pas sonder le fond? Dites-moi ce qu'il faisait avec ces drôles de trucs magiques en plomb que Wallachia lui avait donné. Hein? Hein, mon gars? Et quoi qu'ils braillaient tous à Méive et pareil l'Halloween suivant? Pourquoi que la nouveau pasteur, des individus qui étaient plutôt marins, portaient des robes pas ordinaires et mettaient sur eux de ces choses dorées qu'Obedi avait rapportées? Hein? Les yeux bleus mouillés étaient devenus féroces et fous. La barbe blanche souillée se hérissait comme électrisée. Le vieux Zadok perçut sans doute mon mouvement de recul, car il se mit à glousser méchamment. Commencez à comprendre, hein? Peut-être que ça vous aurait plu d'être à ma place à cette époque-là, quand je voyais tout ça la nuit sur la mer, du belvédère qui était en haut de ma maison. Ah, je peux vous le dire, les petites marmitons de grandes oreilles. Et je perdais rien de ce qu'on racontait sur le capitaine Obed et ceux qui allaient au récif. Aussi la nuit j'ai emporté au belvédère la lunette marine de mon pas, et j'ai vu le récif tout grouillant de forme qu'on vit plonger sitôt que la lune s'est levée. Obed et les autres étaient dans Andorri, mais ces formes ont plongé de l'autre côté dans l'eau profonde, et sont jamais remontées. Ça vous aurait-il plu d'être un petit môme tout seul en haut d'un belvédère en train de regarder ces formes qui étaient pas de forme humaine? Hein? Le vieillard devenait hystérique, et je me mis à frémir, pris d'une inquiétude indéfinissable. Il posa sur mon épaule une griffe noueuse, et il me sembla que son tremblement ne venait pas que de l'hilarité. Supposez qu'une nuit vous auriez vu quelque chose de lourd, jeté du Doris d'Obed de l'autre côté du récif, et que vous auriez appris, le lendemain, qu'un jeune gars avait disparu de chez lui. Hein? Supposez qu'une nuit vous auriez vu quelque chose de lourd jeté du Doris d'Obed de l'autre côté du récif, et que vous auriez appris le lendemain qu'un jeune gars avait disparu de chez lui. Hein? Qui qu'a jamais revu Hiram Gilman, pas vrai? Et Nick Pierce, et Lily Waite, et Adoniram Southwick, et Henry Garrison, hein? Des formes qui causaient par signe avec leurs mains, ceux qui avaient des vraies mains. Eh ben, monsieur, c'est là qu'Obed a commencé à retomber sur ses pieds. On a vu ces trois filles porter ces choses en espèces d'or que personne leur avait vu avant, et la cheminée de l'usine s'est remise à fumer. Il y en a eu d'autres aussi qui avaient l'air de prospérer. Le poisson s'est remis à grouiller dans le port. Il n'y avait plus qu'à le prendre. Et Dieu sait les cargaisons qu'on a expédiées à Newburyport, Arkham et Boston. C'est à ce moment-là qu'Obed a fait s'installer le vieux branchement du chemin de fer. Il y a des pêcheurs de Kingsport qui ont entendu causer de ces prises et ils sont venus en sloop. Mais ils ont été perdus corps et bien. Personne ne les a jamais revus. Et juste au même moment, nos gens ils ont organisé l'ordre ésotérique de Dagon. Ils ont acheté pour ça la salle maçonnique de la commanderie du Calvaire. Matt Elliott, qui était maçon, a essayé d'empêcher la vente. Mais il a disparu à ce moment-là. Remarquez, je dis pas qu'Obed voulait que tout soit pareil que sur style Kanak. Je crois pas qu'au début il voulait qu'il y ait tout ce mélange pour avoir des jeunes qui iraient à l'eau et deviendraient poissons pour la vie éternelle. Ce qu'il voulait c'était ces trucs en or, même s'il fallait les payer gros. Et pendant quelque temps, eux autres, ils ont pas demandé plus. Mais v'là qu'en 46, la ville a commencé à y regarder et à réfléchir de son côté. Trop de gens disparus, trop de sermons d'énergumènes aux assemblées du dimanche, trop de racontards du fameux récif. Je crois que j'y ai été pour quelque chose en racontant à Selectman Maurice que j'ai vu du belvédère. Une nuit, ils ont été tout en groupe à suivre la troupe d'Obed jusqu'au récif. Et j'ai entendu des coups de feu entre les Doris. Le lendemain,
Obed et 22 autres, ils étaient en prison. Et tout le monde se demandait ce qui se passait au juste et de quoi on pourrait bien les accuser. Seigneur, si quelqu'un avait pu prévoir, 2 semaines plus tard, quand on avait rien jeté à la mer tout ce temps-là. Zadok, donnant des signes de frayeur et de lassitude, je le laissai se taire pendant un moment, tout en regardant ma montre avec inquiétude. C'était la marée montante à présent, et le bruit des vagues sembla le réveiller. J'étais heureux de ce reflux, car avec les hautes eaux, l'odeur de poisson serait sans doute moins forte. Je dressai l'oreille à nouveau, pour saisir ses chuchotements. Cette nuit épouvantable. Je les ai vus. J'étais en haut dans le belvédère. Ils étaient des foules, des essaims, tout partout sur le récif. Et ils sont remontés à la nage dans le port, jusque dans le Manouxet. Seigneur, ce qui a pu arriver dans les rues d'Innsmouth cette nuit-là. Ils ont secoué notre porte, mais pas a pas voulu ouvrir. Puis est sorti par la fenêtre de la cuisine avec son mousquet, pour chercher Selector Maori et voir ce qu'il pouvait faire. Des tas de morts et de mourants. Des coups de feu et des cris. On hurlait sur la vieille place et la grande place et New Church Green. Les portes de la prison enfoncées. Proclamation. Trahison. On a dit qu'il y avait eu la peste quand les gens sont venus et ils ont vu qu'il manquait la moitié des habitants. Il restait que ceux qui étaient avec Obed et les créatures. Ou alors ceux qui se tenaient tranquilles. Jamais pu entendu causer de mon pas. Le vieux haletait et suait à grosses gouttes. Son étreinte se resserra sur mon épaule. Tout était nettoyé dans la matinée. Mais il y avait des traces. Obed alors, il prend comme qui dirait le commandement. Et il dit que ça va changer. Eux autres, ils seront avec nous aux assemblées. Et certaines maisons recevront des autres. Eux, ils voulaient qu'on se mélange comme ils avaient fait avec les Kanaks. Et lui d'abord, il se croyait pas obligé de les arrêter. Il était allé trop loin, Obed. Il était comme un fou pour ça. Il disait qu'ils nous apportaient poissons et trésors. Et qu'ils auraient tout ce qui leur ferait envie. Il n'y aurait rien changé en dehors. Seulement il fallait pas broncher avec les étrangers si on comprenait notre intérêt. On a tous été obligés de faire le serment de Dagon. Et après il y a eu un 2e et un 3e serment. Et quelques-uns de chez nous les ont fait. Ceux qui rendraient des services spéciaux, ils auraient des récompenses spéciales. De l'or et des choses comme ça. Pas moyen de reguimber, vu qu'il y en avait des millions au fond de l'eau. Ils auraient pas comme ça nettoyé toute l'humanité. Mais s'ils étaient trahis et poussés à bout, ils pouvaient faire du dégât. Nous, on n'avait pas de vieille magie pour les faire filer comme les gens de la mer du Sud y faisaient. Et les Kanaks avaient jamais voulu donner leurs secrets. Qu'on leur donne assez de sacrifices, des babioles de sauvages et qu'on les reçoive dans la ville quand ils voudraient. Et ils se tiendraient bien tranquilles. Ils feraient pas de mal aux étrangers, parce qu'ils pourraient raconter des histoires à l'extérieur. À moins qu'on les espionne. Tous ceux de la troupe des fidèles, de l'ordre à Dagon, et les enfants, ils mourraient jamais. Mais ils retourneraient à notre mère Hydra et notre père Dagon, d'où qu'on était tous venus autrefois. Ia, Kloluftagen, Fangloe, Umgulnaf, Klolo, Rie, Gavnagel, Ftagen. Le vieux Zadok tombait vite dans le délire, et je retins mon souffle. Pauvre vieux, à quel pitoyable abîme hallucinatoire avait été poussé ce cerveau fécond et imaginatif par son alcool, sa haine de la dégradation, de l'inconnu et de la maladie qui l'entourait. Il se mit à gémir, et les larmes coulèrent le long de ses joues ravinées, jusque dans les profondeurs de sa barbe. Seigneur, ce que j'ai pu voir depuis mes 15 ans. Mane Tessel Fares. Les gens qui disparaissaient et ceux qui se tuaient. Ceux qui racontaient des choses à Arkham ou Ipswich ou ailleurs. On les traitait de fous. Pareil que vous me traitez de fou en ce moment. Mais Seigneur, ce que j'ai vu. Ils m'auraient tué depuis longtemps en rapport à ce que je sais. Mais j'ai fait le premier et le second serment à Dagon avec Obed. Aussi j'étais protégé. Sauf si un jury de fidèles aurait prouvé que je racontais des choses exprès et en toute connaissance.
Mais j'aurais pas fait le troisième. Je serais plutôt mort que de faire ça. C'est devenu pire vers le temps de la guerre civile, quand les enfants nés depuis 46 ont commencé à grandir. Certains, du moins. J'étais trop effrayé. Jamais j'ai rien regardé depuis cette horrible nuit. Et eux, j'en ai jamais vu de près de toute ma vie. Je veux dire, pas en pur sang. Je suis parti pour la guerre. Et si j'avais eu un peu de cran de jugeote, je serais jamais revenu. Mais je me serais établi loin d'ici. Mais les gens m'ont écrit que ça allait pas trop mal. Je pense que c'était à cause des troupes du gouvernement qui étaient dans la ville depuis 63. Après la guerre, ça a été ben aussi mal qu'avant. Les gens ont commencé à plus rien faire. Les usines et les boutiques sont fermées, on a pu naviguer, et le port s'est ensablé. Le chemin de fer abandonné. Mais eux, ils ont pas arrêté de nager dans la rivière et ailleurs, en venant de ce récif maudit de Satan. Et on a condamné de plus en plus de fenêtres mansardes. Et on a entendu de plus en plus de bruit dans les maisons où on pensait qu'il y avait personne. Les gens de dehors, ils racontaient des histoires sur nous. Vous avez dû en entendre pas mal vu les questions que vous posez. Des histoires sur ce qu'ils auraient vu par hasard. Et ces drôles de bijoux qui viennent toujours d'on sait pas où et qui sont pas tous fondus. Mais ils disaient jamais rien de sûr. Personne croit rien de rien. Ils racontent que les choses dorées c'est du butin de pirates et que les gens d'Innsmouth ont du sang étranger ou la maladie ou je sais pas quoi. Et puis ceux qui vivaient ici, ils mettent à la porte autant d'étrangers qu'ils peuvent. Et ils poussent le restant à pas se montrer trop curieux. Surtout quand la nuit vient. Les bêtes circulent devant les créatures. Les chevaux pires que les mules. Mais depuis qu'il y a des autos, tout va bien. En 46, le capitaine Obed a pris une seconde femme que personne en ville a jamais vue. Il y en a qui disent qu'il voulait pas, mais qui a été forcé par ceux qui l'avaient appelé. Il a eu 3 enfants avec elle. 2 qui ont disparu tout jeunes, puis une fille qui avait l'air comme tout le monde et qui a été éduquée en Europe. Obed a réussi à la marier par ruse à un gars d'Arkham qui s'est douté de rien. Mais maintenant, personne du dehors a plus jamais affaire avec les gens d'Innsmouth. Barnabas Marsh, qui dirige la finerie à présent, c'est le petit-fils d'Obed et de sa première femme. Et le fils d'Onésiphorus, son aîné. Mais sa mère, c'en est encore une qu'on n'a jamais vue dehors. À cette heure, Barnabas a bien changé. Il peut plus fermer les yeux, il est tout déformé. On dit qu'il met encore des habits, mais qu'il va bientôt se mettre à l'eau. Peut-être qu'il a déjà essayé. On l'a pas vu en public depuis pas loin de 10 ans. Je me demande comment que sa pauvre femme apprend ça. Elle est deep switch. Et les gens, ils ont failli lyncher Barnabas quand il venait y faire sa cour v'là ben 50 ans de ça. Obed, il est mort en 78. Et tous ceux de la génération d'après, ils sont partis maintenant. Morts, les enfants de la première femme. Et le reste, Dieu sait. Le bruit de la marée montante était devenu très présent, et petit à petit, il semblait changer l'humeur larmoyante du vieil homme en une crainte vigilante. Il s'arrêtait parfois pour jeter des regards inquiets par-dessus son épaule, ou vers le récif. Et malgré l'extravagante absurdité de son histoire, je commençais sans pouvoir m'en empêcher à partager son appréhension. Sa voix se fit suraiguë, comme s'il tentait de se donner du courage en haussant le ton. Et vous, pourquoi que vous disiez rien? Ça vous plairait-il de vivre dans cette ville où tout est pourri et mourant, avec des monstres enfermés qui rampent et bêlent, aboient et sautent dans le noir des caves et des greniers n'importe où que vous allez? Hein? Ça vous plairait-il d'entendre hurler nuit après nuit dans les églises et la salle de l'ordre à Dagon, et savoir ce qui se mélange dans ces hurlements? Ça vous plairait d'entendre ce qui vient de cet affreux récif chaque Maïve et Hallowmas? Le vieux est fou, pas vrai? Eh ben, monsieur, croyez-moi, c'est pas le pire. Zadok criait vraiment à présent, et la frénésie démente de sa voix me troublait plus que je ne saurais dire. Et le diable vous emporte. Me regardez pas avec ces yeux-là. Je vous dis qu'Obed Marsh est en enfer, et il va y rester. En enfer, je vous dis. Peut pas m'attraper. J'ai rien fait ni rien raconté à personne. Oh, vous, jeune homme. Ben même si j'ai encore rien raconté à personne, je vais le faire maintenant. Bougez pas et écoutez-moi, mon garçon. Voilà ce que j'ai jamais raconté à personne. J'ai dit que j'avais pu espionner après cette nuit.
Mais j'ai trouvé des choses tout de même. Vous voulez savoir ce que c'est que la véritable abomination? Hein? Eh ben voilà, c'est pas ce qu'ils ont fait ces diables poissons, mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils apportent des choses de là où ils viennent pour mettre dans cette ville. Ils font ça depuis des années, et ils ralentissent ces derniers temps. Les maisons au nord de la rivière entre Water Street et Main Street, elles en sont pleines de ces démons et de ce qu'ils ont apporté. Et quand ils seront prêts, je vous dis, quand ils seront prêts, vous avez entendu parler d'un Shoggoth? Eh, vous m'entendez? Je vous dis, je connais ces choses-là. Je les ai vues une nuit quand... Le cri du vieillard fut d'une soudaineté si atroce et d'une horreur tellement inhumaine que je faillis m'évanouir. Ses yeux, fixés au-delà de moi sur la mer malodorante, lui sortaient positivement de la tête, et son visage était en masque d'épouvante digne de la tragédie grecque. Sa griffe osseuse s'enfonça effroyablement dans mon épaule, et il ne fit pas un mouvement quand je tournai la tête pour chercher du regard ce qu'il avait pu apercevoir. Il n'y avait pour moi rien de visible, rien que la marée montante et peut-être une série d'ondulations plus localisées que la longue ligne déferlante des brisants. Mais à présent Zadok me secouait, et je me retournai pour voir ce visage pétrifié par la peur se fondre en un chaos de paupières clignotantes et de mâchoires marmonnantes. Presque aussitôt la voix lui revint, encore que ce ne fut qu'un murmure frémissant. « Allez-vous-en! Allez-vous-en! Ils nous ont vus! Sauvez votre vie! Faut plus attendre! Ils savent maintenant! Sauvez-vous vite loin de cette ville! » Une autre lourde vague s'écrasa sur la maçonnerie croulante du quai d'autrefois, et changea le chuchotement du vieux fou en un nouveau cri inhumain à vous glacer le sang. Avant que j'aie pu rassembler mes esprits, il avait relâché son étreinte sur mon épaule pour se précipiter éperdument vers la rue, chancelant en direction du nord, de l'autre côté du mur en ruine de l'entrepôt. Je jetai un coup d'œil sur la mer, mais il n'y avait rien. Et quand, revenu dans Water Street, je suivis la rue du regard vers le nord, il n'y restait pas trace de Zadok Allen. Et c'est ainsi que se conclut le 3e chapitre. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du fait de faire des voix différentes pour les divers personnages, en l'occurrence pour Zadok Allen, parce que je suis personnellement assez mitigé là-dessus. Donc avoir des retours ne ferait pas de mal. Sur ce, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à la prochaine.